l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bonne année, bienvenue au Guide de l'auto, toujours en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Salut les gars. Salut, bonjour, bonne année. Bonne année à nous et à vous tous. Exactement, bonne route aussi. Absolument. On peut dire ça accessoirement. On va parler de la Volvo 262C au niveau des voitures anciennes tantôt. Tu as choisi ce qui, à mon avis, est peut-être une des Volvo les plus laides jamais produites, mais l'histoire est intéressante, on va y revenir. Absolument. En dernière partie de l'émission, Acura RDX qui n'a pas changé depuis... une année de plus, j'ai envie de dire. Et puis, on va parler du Cadillac V-Stick que j'ai roulé dans le temps des fêtes. Mais tout d'abord... C'est le segment Stellantis de la semaine. Parce que Stellantis a été le premier constructeur de l'année à dévoiler une nouveauté, à envoyer un communiqué de presse le 1er janvier à 10h le matin. Bon, on a des collègues qui ont brisé l'embargo. On les salue. Mais à 10h le 1er janvier, on dévoilait chez Ram le grand retour d'un camion dont tout le monde s'ennuyait. C'est le Ram TRX. Attention, ce n'est plus un Ram TRX, c'est un SRT Ram TRX, parce qu'on a eu la très, très bonne idée chez Stellantis de relancer une marque qui n'a jamais pogné. La multiplication des marques chez Stellantis, c'est une habitude. Une mauvaise habitude. Et même si ça n'a jamais fonctionné efficacement, ben on réessaie toujours. Ouais. En 2013-2014, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il ne s'agissait pas de Dodge Charger SRT 392, c'était des SRT Charger 392 par Dodge. Absolument. C'était une SRT 300 et un Grand Cherokee SRT par Jeep. Et ce n'était pas une Dodge Viper, mais bien une SRT Viper. Personne s'en souvient, avec raison. Ça a duré 2 ans, on est revenu à Dodge en 2016. Et là, la bonne idée, c'est qu'on ramène SRT sur la sellette à 777 chevaux parce que pour s'excuser d'avoir abandonné le camion pendant 18 mois, il fallait ramener quelques dizaines d'HP supplémentaires. Je pense que chez Stellantis, on va en entendre souvent des comme ça durant l'année, des nouveautés, là, puis on les met dans les guillemets, parce qu'on va essayer d'aller chercher le plus de visibilité avec des lancements puis des dévoilements, où est-ce qu'on va déterrer des marques, déterrer des camions, etc. Puis c'est correct, ça va être excitant, on va en parler quand même, parce que le TRX, ça fait du bruit, non seulement par le camion, mais aussi dans les médias. On en parle de ce camion-là. Les gens l'adorent. Ceux qui ne regardent pas trop vite le prix non plus. Là. 777 chevaux, te dit 680 livres-pieds de couple avec le 6.2 surcompressé. Écoute, c'est une augmentation du dernier TRX d'il y a 18 mois de ça. On a fait certains petits travaux là, au niveau de l'admission, au niveau des soupapes. Par exemple, on a pris le train de valve là, des Demon puis des Red Eye. Ouais. On est allé chercher certains chevaux, là, des livres-pieds là également. Puis, bien évidemment, le camion a une nouvelle architecture qu'on avait avec le Ram 1500 puis le RHO. Donc, c'est basé sur le RHO qui était basé sur l'ancien TRX qui est maintenant le nouveau TRX. Donc, on a fait certaines améliorations au niveau de l'électronique. Mais essentiellement, c'est le même gros camion qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de puissance et puis qui va être très payant là, pour la compagnie. Et ça, j'ai hâte de voir parce que oui, ça va être encore plus cher. Mais quand on nous a vendu le TRX à l'époque, il y a eu évidemment un gros boom au début. Sauf que souviens-toi que dans la dernière année de commercialisation, il y en avait dans les cours des concessionnaires, puis on les liquidait à 10, 15, 20 000 $ de rabais à qui voulait bien l'acheter. Et c'était pas si évident à vendre que ça. Moi, j'ai un peu l'impression que ceux qui devaient s'en procurer l'ont fait. Et de ramener cette machine-là sur le marché,
pas certain que c'est ce que les concessionnaires Stellantis avaient besoin le plus, tu sais. Non, mais regarde, ça fait parler. C'est ça, exactement. Ça fait parler avec un coût d'investissement absolument minuscule. On s'entend absolument nul. En fait, le coût d'investissement se limite aux nouvelles couleurs. Là. Voilà. Ça paraît très bien, là. C'est ça, je veux dire, devant le concessionnaire, ça va paraître très bien. S'ils en vendent même peu, de toute façon, les marges sont tellement élevées sur ce véhicule-là que tout le monde va faire un petit peu d'argent dans l'histoire. C'est comme ça qu'il va être payant, plus que par le volume. Là. Bien sûr. Absolument. Ouais. On a aussi profité de l'occasion pour dévoiler le Power Wagon 2500, désormais disponible avec la motorisation diesel Cummins. C'était uniquement le 6.4 MI qu'on avait dans le passé. Là, on a le moteur diesel. Alors, il y a davantage de gens qui vont s'y intéresser. Au Canada, on achète essentiellement que des moteurs Cummins. C'est très rare que quelqu'un va acheter un camion HD avec un moteur à essence, surtout chez Ram. Ben oui, puis Power Wagon, ça n'a jamais été avec Cummins, ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été un véhicule qui était axé sur la hors-route, mais un 2500, là, donc un véhicule originalement là, inspiré d'un véhicule de guerre là, dans le temps. Puis, ben, on n'était pas capable de fitter le Cummins, le 6.7 dans le véhicule. Puis on ne voulait pas non plus parce que ça changeait toute l'idée avec le fait qu'il y avait le pare-choc en avant avec le treuil, avec le fait que le véhicule devait aller en route. Un Cummins, c'est plus pesant, ça prend plus de place sous le capot. Et puis, ben, ça l'enlève des possibilités, par exemple, là, de mettre toutes sortes d'équipements hors route qu'on pouvait avec le moteur à essence. Qui demeure, soit du temps passant. Là, ceux qui veulent avoir un Power Wagon à essence, ça se peut encore, mais il y a cette option du moteur diesel qui va coûter quoi, 12-13 000 $, de plus. Mais je pense qu'on s'est dit chez Ram, pourquoi pas? T'sais, si les gens le veulent et on est capable avec certaines modifications. On s'est dit ça chez Stellantis de façon générale. Why not? Voir TRX précédemment, c'est exactement la même logique. Pourquoi pas? Exactement. C'est ça. Et là, ce qu'on a annoncé aussi, il y a quelques heures à peine, quelques jours à peine, devrais-je dire, c'est la garantie prolongée, entre guillemets, de la motorisation du côté de chez Ram. Oui, bien, 10 ans, 160 000 km, si je ne me trompe pas. On avait annoncé ça l'été dernier jusqu'au 2 janvier. Hein. C'est une garantie sur le groupe motopropulseur. Ça inclut, qu'est-ce qui vient avec le groupe motopropulseur? Ça n'inclut pas les véhicules électriques. Donc, avec ça donne bien parce qu'on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Mais évidemment, on a décidé de la prolonger à partir du 2 janvier parce que on estime chez Ram que, les gens gardent leur véhicule jusqu'à ce temps-là. Puis, ça va devenir plus intéressant pour les acheteurs essentiellement. Donc, plus intéressant parce que j'ai découvert cette semaine que les Ram 2026, avec une gamme plus large que jamais, 13 déclinaisons de disponibles de la version de base en passant par le Wirelock, le Laramie Longhorn, le TRX, nommez-les. Il y en a 13 au total. Une version qui est exclusive au marché canadien encore, c'est le Sport, alors qu'aux États-Unis, on a le Lone Star qui remplace un peu ça. Mais il y a une très, très large gamme de modèles. Et la quasi-totalité de ces modèles-là, évidemment à l'exception du TRX, destinés au marché canadien, seront fabriqués au Mexique. C'est une nouvelle qui semble futile à première vue parce que on se fout bien généralement d'où le camion est fabriqué, mais dans le contexte actuel du marché de la camionnette pleine grandeur au Canada, c'est très important de considérer où le camion est fabriqué parce que il y a un gros impact sur la valeur de revente. En ce sens que vous achetez un camion Ford ou un camion GM, ce camion-là est fabriqué soit au Canada ou aux États-Unis. Et à partir du moment où vous le retournez chez le concessionnaire, lui, dans la très grande majorité des cas, va l'exporter aux États-Unis avec une profitabilité intéressante en raison du taux de change. C'est encore le cas aujourd'hui. J'avais personnellement un camion GMC Sierra 2023 que je viens de revendre à mon concessionnaire GM et lui l'a exporté directement aux États-Unis. Camion avait été bâti aux États-Unis, numéro de série qui commence par un 1, alors c'est très facile de le faire. Avec un camion qui est fabriqué au Mexique, on ne peut pas l'exporter aux États-Unis. Et ça, c'est vrai pour
et c'est vrai depuis plusieurs années, c'est pas uniquement dû aux contre-tarifs et aux nouvelles règles. Alors, il y a beaucoup de gens qui se procuraient dans les dernières années des camions Ram et qui réalisaient que la valeur était moins intéressante sur leur camion que celui du voisin parce que le leur était fabriqué au Mexique, celui du voisin était fait aux États-Unis. Eh bien là, la quasi-totalité des modèles qui vont être faits destinés au marché canadien seront fabriqués au Mexique, ce qui veut dire qu'ils ne seront pas exportables. Donc, dépréciation plus forte à anticiper pour ces camions-là pour 2026. Et on explique la chose du côté de chez Ram en disant qu'il y aurait quand même des règles de contre-tarif qui pourraient s'appliquer sur des pièces. Bon, évidemment, pas sur le camion en entier. On sait que les constructeurs américains sont exclus de cette contre-tarification de 25 % parce qu'ils ont des usines du côté du Canada. Mais il y a quand même des petits avantages pour Stellantis Canada d'aller chercher ces véhicules au Mexique plutôt qu'aux États-Unis. Il y a peut-être une question de coût de fabrication aussi. Ça se peut, sauf que si ça coûte moins cher initialement, ça coûte plus cher à la fin. Et ça, il faut le considérer. Donc, pour ceux qui voudront s'acheter un camion Ram ou louer un camion Ram et penser à avoir cette facilité de le revendre rapidement, comme vous le faites avec un camion Ford ou un camion GM, bien là, pour 2026, ça va être un gros problème. Alors, il reste des stocks en ce moment de 2025, quelques 2026 qui ont été fabriqués aux États-Unis. Et c'est ces camions-là que vous devez de viser si vous souhaitez avoir une meilleure valeur de revente. Donc, regardez l'unité qui vous intéresse et si le numéro de série commence par 1, c'est une occasion à saisir par rapport à un modèle qui serait fait au Mexique. Mais bon, évidemment, Ram va multiplier ses offres, va être probablement plus agressif en 2026 avec une gamme plus complète que jamais, avec le grand retour du moteur MI. Là, on a ouvert les carnets de commandes cette semaine pour les moteurs MI dans la gamme Ram canadienne parce que, savez-vous quoi? On ne suffisait pas à la demande. Aux États-Unis, la demande pour le nouveau moteur MI est tellement forte qu'on n'était pas capable de suffire à la demande pour fournir aussi le marché canadien, ce qui fait qu'on a retardé l'arrivée des Ram à moteur MI 2026 sur le marché canadien. C'est vous dire à quel point ce pas de recul de Ram est exceptionnellement drôle, là, parce que on avait retiré le moteur du marché, soi-disant parce qu'il était désuet. Là, on le ramène et on se bat aux portes pour l'avoir aux États-Unis. Ouais. Bon, le prix du gallon d'essence aux États-Unis est en moyenne à 2,65-70 en ce moment. Donc, ça peut expliquer une partie de la chose. En vérité, on sait maintenant qu'un moteur 6 cylindres Hurricane, ça consomme autant. En réalité, exactement. Pas juste en réalité, sur papier aussi. La cote de consommation moyenne combinée pour un moteur Hurricane, pas le haut rendement, mais le rendement régulier, et le V8 5.7 MI, c'est exactement la même au 10e près. Ouais. Et le Hurricane est plus performant. Là, le Hurricane a plus de coupe, plus de puissance. Mais les gens veulent avoir l'échappement sport de série avec le moteur MI. Ça sonne, c'est le fun, on aime ça. Ça roule à l'ordinaire, ça risque d'être moins capricieux aussi, là. Le MI a ses défauts parce que non, on les a pas corrigés en passant. Non. Mais on a sorti de la boîte, on va détail. Mais le 6 Ils vont cylindres prendre en ses ligne, vieilles habitudes. 6 cylindres en ligne jusqu'à maintenant, on a eu va. des problèmes de thermostat, on a eu des problèmes de collecteur d'échappement et de catalyseur, mais ça ne semble pas être des problèmes super répandus. Non, c'est J'ai ça, lu ça. beaucoup sur la question. Pour le moment, c'est pas pire. Là. Pour le moment, c'est pas pire, mais c'est sûr qu'à moyen et long terme, il y a beaucoup plus de vaisselle sous le capot qu'avec un V8 MI. Donc, on peut s'attendre à un haut taux de risque de bris par rapport à un moteur MI. Enfin, bref. Et tant qu'à être dans le segment Stellantis, on vous reviendra dans le prochain balado avec les résultats de vente complets de l'industrie en 2025, mais on a sous les yeux les chiffres de vente de Stellantis pour 2025. Baisse de vente totale pour l'entreprise de 12% par rapport à 2024. Et ça va comme suit. Alors, du côté de chez Jeep, c'est une baisse de vente de 11% au total. Tous les modèles sont en chute de vente significative, à l'exception du Compass, qui a vu ses ventes
grimpé de 24 %. Ça ne veut pas dire qu'on est rendu au sommet de la catégorie, là. Loin de là, on est encore dans la cave. Mais c'est un segment de véhicules où il y a une très, très forte demande et c'est le véhicule le moins cher vendu par Stellantis, mis à part la Fiat 500 électrique. Alors, c'est compréhensible. Les gens, cette année, ont fait des achats plus rationnels et ont réaligné leurs besoins. Alors, on a vendu un peu plus de 11 000 Compass cette année, baisse de 9 % pour le Wrangler, de 40 % pour le Gladiator. Bon, le Cherokee, on ne le compte pas parce qu'évidemment, il n'était plus là. 26 et 31 % de baisse de vente pour les Grand Cherokee et Grand Cherokee L. Grand Wagoneer, 43 %. Bon, augmentation de vente de 5 208 % pour le Wagoneer S. On en avait vendu 13 en 2024 et 690 en 2025. C'est pas un flop. 690 en 2025. C'est une vraie joke. Alors, 36 000 véhicules qui ont été vendus du côté de chez Jeep, c'est pas grand-chose. Chrysler, alors tenez-vous bien, augmentation de vente de cette division de 61 % cette année. Aïe, aïe. Alors, comment expliquer la chose? Bon, évidemment, la 300 était déjà plus là. Alors, c'est essentiellement la Pacifica, la Grand Caravane. Pacifica, augmentation de vente de 95 %. On a ouvert les vannes, on a fait beaucoup de ventes commerciales, de la vente de véhicules de location, etc. On en a fabriqué des Pacifica, ce qui fait qu'on en a vendu 10 671 copies en 2025 contre 5 486 en 2024. Et la Grand Caravane, qui est le modèle de base, 30 % d'augmentation de vente aussi. Est-ce qu'il y a une nouvelle demande pour les fourgonnettes qu'on n'a pas vu aller? La réponse, c'est pas vraiment. Mais clairement, on a fait beaucoup de ventes au parc, ventes de flotte avec ces véhicules-là et ça explique pourquoi on a des augmentations de vente. J'ai hâte de voir du côté de chez Kia, par exemple, ou du côté de chez Toyota, du côté des Honda. Qu'est-ce que ça a donné dans ce segment-là? Je regardais les chiffres de vente au mois de novembre dernier et Toyota avait perdu un petit peu de part de marché. On était tout juste sous Chrysler au niveau des parts de marché. Chrysler est à 37 %, Toyota était à 35 %. Kia était à 13,5 et Volkswagen était à 1,8 avec la boss. C'est ça. On continue avec Dodge. Baisse de vente de 24 %. Bon, dégringolade évidemment pour l'ancienne Charger, mais augmentation pour la nouvelle. Le Hornet, 51 % de baisse de vente. Qui se vendait déjà très, très bien l'année d'avant. Oui, c'est ça, un succès colossal. Et 13 % de baisse de vente pour le Durango. Et ça va être relancé. C'est chez Ram que ça fait mal. Ram, évidemment, avec la disparition du classique, ça fait extrêmement mal parce qu'on en avait vendu 18 500 copies l'an dernier. Il en restait quelques-uns en inventaire. Alors, on en a vendu 3 200 cette année. 82 % de baisse de vente du Ram classique, mais seulement 7 % d'augmentation de vente pour le Ram DT, donc de nouvelle génération. Alors, on n'est pas allé chercher cette clientèle qui n'était plus là à cause du classique. On l'a perdu littéralement. Ouais. Donc ça a fait très mal. Les Ram HD, on est à peu près au même endroit. Il n'y a pas eu d'augmentation ni de baisse de vente. Bon, évidemment, il n'y a plus de ProMaster. Non, c'est pas. Il n'y a plus de ProMaster City. Donc, ça, on oublie ça. Et les Ram, les fourgons Ram pleine grandeur ProMaster, c'est à peu près la même chose. On est à moins 5 % de baisse de vente. Alfa Romeo, on a vendu 660 autos au Canada cette année. 26 % de baisse de vente. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Fiat, 85 % d'augmentation de vente. Et ce qui me fait bien rire, c'est qu'on a quand même vendu en 2025 16 Fiat 500X. C'est encore là. Un modèle qui est disparu en 2023, mais il y avait du vieux stock qui traînait. C'est des zombies. Oh là là. Ça traînait dans le fond des cours. Ça devait être une méchante promotion, là. Écoute, mais 2423 Fiat 500e ont été vendus et je n'ai pas la division, mais moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a plus de 2000 unités de ces modèles-là qui ont été vendus au Québec, là.
on en voit des Fiat 500 sur nos routes. Il y en a. Donc, 114 720 véhicules qui ont été vendus par Stellantis en 2025 sur le marché canadien contre 129 945 en 2024. La dégringolade continue. Elle est moins violente que l'année passée, par contre. Alors, peut-être qu'on va revenir à une direction juste un petit peu plus intéressante pour l'année prochaine. Si on finit par amener le nouveau Cherokee, si on finit par amener des véhicules que les gens sont capables de se payer, parce que c'est pas en amenant des TRX à 150 000 puis des Power Wagon à 145 000 qu'on va aller chercher une nouvelle clientèle. Clairement pas. Ça prend un nouveau Cherokee et c'est long là, avant que ça arrive, là. On nous l'a présenté, ça fait un méchant bout de temps. Ça n'arrive pas. Est-ce qu'on est en contrôle qualité? Est-ce que c'est un citron qu'on retarde et qu'on retarde? On n'a pas de réponse encore, mais on n'a plus le droit à l'erreur chez Stellantis. Ouais. Et ça prend des véhicules accessibles que les gens veulent acheter, pas des bébites à 90 000 financés sur 9 ans à des taux usuraires qui valent même pas la moitié du prix l'année après. Là. Et là, je vous parle, par exemple, d'un Wagoneers, de ce genre de bébites-là. Ouais. Et de tous les catexeux qui ont des histoires d'horreur les accompagnant en ce moment au niveau fiabilité. Là. C'est plus ça dont on a besoin. Ça prend des véhicules à volume. Oui, profitables pour le constructeur, mais intéressant pour le consommateur aussi. Grosse nouvelle. On l'attendait, là, la nouvelle, et elle ne nous surprend pas du tout. Le prix du RAV4 2026, 41 158 RAV4 LE hybride de base avec les frais de transport, préparation, concessionnaire, taxes de pneus, taxes d'air climatisé, taxes de ci, taxes de ça. 3 658 de frais qui s'ajoutent au prix du RAV4. Moi, c'est pas tant qu'on le vende à partir de 37 500 qui m'énerve. Ouais, c'est le 3 658 piastres de frais. Ça fait mal, là, quand même. Ouais. Alors, c'est dur à justifier. Faites juste aller voir quel est le prix de transport préparation sur un RAV4 aux États-Unis et vous allez voir que nous, on paie le double. Et ce qui est drôle, c'est qu'il est fabriqué chez nous. Oui, c'est ça. C'est transport, pas si pire. Alors, tu sais, on peut bien vous dire qu'on a... Les préparations, c'est un RAV4, Colin. Ouais. Mais tu sais, on peut bien vous dire qu'on a augmenté le prix que légèrement du véhicule, mais on se graisse la patte pas à peu près avec les frais de transport, préparation, concessionnaire, on va vous charger à consigne pour la bouteille d'eau qui est dans le cup holder. Là. C'est ça qu'on... Tu sais, ça n'a plus de bon sens. Là. Alors, ça fait en sorte que le prix débute à 41 158 et ça monte à un peu plus de 56 000 là, pour la version la plus luxueuse. Le modèle que vous voyez à l'écran, pour ceux qui nous regardent en vidéo, c'est le Woodland, celui qui intéresse beaucoup de gens. Alors, celui-là, c'est 47 000 au PDSF, donc c'est 50 658 transport, préparation, inclus. C'est quand même pas donné. C'est un hybride. C'est un beau niveau d'équipement. Je pense que ça va connaître énormément de succès. Et je pense que c'est la version qu'on va attendre le plus chez les concessionnaires. Parce que, en ce qui me concerne, c'est le plus beau package qu'on peut obtenir dans la gamme RAV4. RAV4 qui remorque 3500 livres à l'exception de la version LE de base, même pour un modèle PHEV. Ouais. Alors ça, c'est un bel avantage. On n'a pas dévoilé les prix des PHEV d'ailleurs. Non, pas encore. Ça va arriver un petit peu plus tard. Mais là, on a les prix. Et le RAV4 entre chez les concessionnaires. Là, c'est une question de jours avant que ça arrive. RAV4 de nouvelle génération. Non, on n'a pas annoncé de 0% de taux de financement. Je suis surpris. On reviendra avec du 7,79 la semaine prochaine, sans doute. Tesla s'est fait dépasser par BYD et violemment en plus. Un peu, là. Oui, c'est BYD, c'est toujours en pleine croissance, évidemment, en Europe, parce qu'on est vraiment rentré dans ce marché-là. Plus précisément, en Angleterre. Parce que justement, en Europe, on a mis des tarifs sur les véhicules électriques assemblés en Chine qui sont gradués là, selon si le fabricant est financé par le gouvernement ou n'est pas financé par le gouvernement. Donc, c'est un petit peu touch and go selon le véhicule. Mais
Mais en Angleterre, on n'a pas de tarif là, sur ces véhicules électriques chinois-là. Donc, on a du côté de chez BYD, le 880% d'augmentation de vente pour ce constructeur-là. Là, c'est écœurant. Donc, on est vraiment, vraiment en train de faire exploser ce marché-là et tout le monde est très intéressé. C'est sûr, quand on parle de Tesla, là, moins 33% en Amérique du Nord, moins 34% en Europe comparativement au même trimestre l'an dernier. Et puis, bien, en Chine, c'est 10%. Là, donc, c'est pas la même. C'est quand même assez actif. Au moment où on se parle, j'ai un ami personnel qui se trouve au Mexique, comme beaucoup de Québécois vacanciers en ce moment. Et il m'a téléphoné ce matin même pour me dire qu'il était allé chez un concessionnaire BYD à Cancun pour essayer ces véhicules-là. Il était très curieux. Puis il m'a appelé, il a pris quelques photos, puis il me dit « J'ai vraiment l'impression d'être assis dans un Audi Q5. » Alors, le petit VUS qu'il a conduit, il dit « J'ai vraiment l'impression d'un Audi Q5 mais électrique. Wow. » Puis il me dit « C'est vraiment surprenant comme genre produit. » un bid Atto, là, ou je sais pas quoi. Là, bon, il va m'envoyer les photos plus tard. C'est juste, j'ai trouvé ça drôle de la part de quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, qui ne s'y connaît pas particulièrement, qui avait juste cette curiosité d'aller voir ça. Et est allé voir le véhicule comme ça. C'est sûr que c'est un exercice que je vais faire cette année, d'aller mettre ces véhicules-là à l'essai. Parce que je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, là. On se demandait l'année passée combien de temps allaient durer les frasques de Donald Trump. Je pense que là, l'heure est à la constatation de dire que ça va durer peut-être pas mal plus longtemps qu'on pensait. Et donc, le Canada doit passer en deuxième vitesse et prendre des décisions. Et peut-être que je me trompe, mais j'ai le sérieux feeling qu'on va assister à l'arrivée des Chinois plus tôt que tard sur le marché canadien. Alors, si c'est le cas... C'est une question extrêmement importante. Oui. Et si c'est le cas, le premier constructeur à entrer, ça va être BYD. Ouais, clairement. C'est clair. BYD est un constructeur super sérieux, avec des produits de qualité et très agressifs. Avec les plans d'assemblage au Mexique aussi. Et puis aussi une histoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés dans l'automobile électrique il y a 5 ans quand c'était le boom et que tout le monde... Tu te souviens, là, on les voyait au salon de l'auto de Détroit dans le milieu des années 2000. Bien sûr. Alors, et puis on a même eu quelques BYD avec les taxis, ces espèces de véhicules carrés. Les E6. À Montréal, là, ils ont un historique, ils ont donc les data, les chiffres, le savoir-faire. Ça fait quand même 20 ans maintenant qu'ils font de la voiture électrique. Donc, ce n'est pas des nouveaux arrivants. Et ça aussi, c'est important dans le fait que maintenant, ils sont leaders mondiaux. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont gros en Chine. Ils sont gros en Chine parce qu'ils ont les produits. Ils sont gros partout, partout sur la planète, mis à part le Canada et les États-Unis. C'est ça. Alors, la seule façon... Tu sais, ils veulent ceinturer les États-Unis en ce moment. Ils aimeraient beaucoup obtenir le marché canadien parce que c'est un marché important pour eux. Et ils savent très bien que les électriques, ici, en proportion, ont été plus populaires. Ne sont peut-être moins en ce moment, mais s'ils arrivent avec les bons produits à un prix intéressant, c'est certain qu'ils vont... Même sans les incitatifs, ils risquent... Il n'y en a plus d'incitatifs, c'est fini. Je regardais des sites web hier, je m'amusais à me promener et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a plusieurs constructeurs qui ont tout simplement ajusté leur prix de 2000$ pour compenser. C'est pour dire, même sans les incitatifs, ça va rester des produits, à mon avis, très pertinents. Quand je vois les progrès qu'ils ont fait en Europe, je veux dire, il y a une vraie demande. Ça sort pas du chapeau, là. C'est pas juste une petite mode, là. Non, exactement. Alors, à suivre de ce côté-là, mais BYD qui a... En fait, est-ce qu'on peut dire que BYD continue à gagner du terrain? Oui, mais la dégringolade de Tesla est encore plus violente que la hausse des ventes de produits BYD. Absolument. C'est ça qu'il faut constater. Absolument. Nouvelle que je trouve très intéressante, mais en regardant les esquisses, j'ai rapidement compris comment ça se pouvait. Mitsubishi qui s'apprête à faire revivre le Montero. Évidemment, le Montero pour Mitsubishi, c'est le Land Cruiser pour Toyota. Là. C'est un véhicule historique, mythique, vendu sous d'autres noms sur d'autres marchés, le Pajero à l'époque. Bon, et c'est un gros VUS qui a pris du galon au fil du temps. Celui que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est le
le dernier Montero qui a été vendu chez nous sur le marché canadien, qu'on a vendu en 2004, 5, 6, avant de l'abandonner officiellement, sur châssis à échelle. Alors, c'est un camion très traditionnel dans son approche. Et c'est ce qu'on veut faire avec le futur Montero qui, sans surprise, et là, évidemment, aucune confirmation, c'est juste les yeux d'Antoine Joubert qui vous le disent, c'est un véhicule qui est basé directement sur l'Armada, là. Alors, c'est absolument logique de faire cet exercice-là, considérant le partenariat entre les deux constructeurs, considérant qu'on a un châssis à échelle, on a un moteur à 6 cylindres turbo-compressé. On a juste à aller piger dans la boîte à outils à Nissan et développer un camion avec un design plus intéressant. Et donc, j'ai une très, très, très forte impression que c'est exactement ce sur quoi on se base pour développer ce nouveau Montero, mais qui ferait du bien et beaucoup de bien à la gamme Mitsubishi qui en a besoin en ce moment. Le catalogue, ça commence à souffrir un peu, là. Ben, tu sais, on disait il y a quelques semaines à peine, l'année passée, on se tirait dans le pied en rendant disponible le Outlander PHEV chez Nissan. En même temps, il y a des baisses de vente. Il faut que l'usine continue de produire. Faut que ça continue à on a sortir plus des véhicules, de points de vente. Mais si Nissan, en contrepartie, autorise, rend disponible l'Armada pour qu'il soit vendu chez Mitsubishi, ça, c'est du donnant-donnant et, à mon avis, à l'avantage de Mitsubishi, pour cette fois-là, plus qu'à l'avantage de Nissan. Là. C'est d'accord. Alors, à suivre, on devra en apprendre plus au cours de la prochaine année, mais c'est très sérieux comme approche et d'après moi, on va le dévoiler officiellement là, dans les 12 prochains mois. Là. Ça, c'est évident. Alors, au retour, on s'entretient avec Hugues qui va nous parler de l'élégante 262C de Volvo, signé par Burton. Le guide de l'auto. Hugues, tu nous parles d'une voiture suédoise, mais qui a beaucoup d'inspiration américaine et pas les meilleures, en fait. Là. La Volvo 262C ne gagnera jamais de prix de beauté. En fait, on a connu des chars d'assaut plus élégants qu'elle. Elle a été dessinée en Suède et construite en Italie. Ils auraient peut-être dû penser à faire l'inverse. Et là, évidemment, avant la 262C, il y a eu la P1800 qui, elle, a été beaucoup plus reconnue. Là. Effectivement, vendu à partir du millésime 61, le coupé P1800 sera un joli petit succès commercial pour Volvo, avec 47 492 exemplaires écoulés jusqu'en juin 73. Grâce à la série Le Saint, avec Roger Moore, il a été aussi un excellent vecteur d'image. Arrive le millésime 74 et son lot de nouvelles normes de sécurité américaines. Les ingénieurs de Volvo décident que le coupé n'y survivra pas, les adaptations coûtant trop cher. Mais comment le remplacer ? Ouais. Et les Suédois ont un autre problème en plus. Et oui, parce qu'à partir des années 70, le dollar américain devient plus fort face aux monnaies européennes, y compris la couronne suédoise. Volvo voit sa rentabilité baisser à cause de cette évolution des taux de change. Pour la maintenir, la marque décide de monter progressivement en gamme. En 1970, elle introduit sur le marché nord-américain la 164S, dotée d'un 6 cylindres en ligne de 3 litres et d'une belle calandre 4 phares. Faisons immédiatement un aparté pour expliquer les nomenclatures des modèles Volvo de l'époque. Avec le lancement de la 140 en 1967 en Europe et en 68 en Amérique du Nord, les véhicules du constructeur adoptent une dénomination à 3 chiffres. Le premier concerne le numéro de la série, le second le nombre de cylindres et le troisième le nombre de portes. Ainsi, la nouvelle série sera déclinée en version 142, 144, 145 et 164. La série 100 sera très populaire à travers le monde et portera Volvo vers de nouveaux niveaux de production avec 1,2 million d'exemplaires fabriqués. Se pose alors la question cruciale de son remplacement. Jan Vilsgaard, le designer qui a réalisé la série 100, se demande comment faire mieux. Entré chez Volvo en 1950 comme apprenti, ce dernier réalise sa première auto complète en 1956 à l'âge de 26 ans. L'Amazon, alias la 122S, aux États-Unis. À partir de là, c'est lui qui signera les lignes de toutes les grosses Volvo jusqu'à son départ à la retraite en 1991. 140, 240, les 740, 760, 780 et 850, y compris avec les versions traditionnelles familiales. Il résume sa philosophie par « les solutions fonctionnelles et sensées sont souvent plus attrayantes ». Vilsgaard sera l'un des 25 finalistes au trophée du designer automobile du siècle organisé en 1999, c'est dire son influence. Pour la série 200,
Il adopte une approche évolutive partant de la 140, mais introduit nombre de lignes développées par le concept VESC pour Volvo Experimental Safety Car, notamment à l'avant. Sa vision connectera avec les acheteurs du monde entier, puisque la 240, sous toutes ses formes, sera produite pendant 19 ans à près de 2,9 millions d'exemplaires. En 1974, Per Gyllenhammar, le président de Volvo, le charge de désigner un nouveau fleuron pour la marque, autant capable de remplacer la P1800 que d'assurer la salvatrice montée en gamme, génératrice de devises. Le constructeur s'apprête à lancer en Amérique du Nord la 262 GL, qui est simplement un coupé 242 avec une mécanique de 264, mais Gyllenhammar songe à quelque chose de plus exclusif. Il ne sait pas encore que cette dernière version passera totalement inaperçue auprès des acheteurs et ne sera vendue qu'à 3329 exemplaires entre 1975 et 1977. Il existe une légende urbaine autour du style de la 262C. Alors oui, en 1974, Volvo inaugure sa nouvelle usine située à Kalmar. Ultra moderne pour l'époque, elle attire la curiosité d'autres constructeurs. Cette année-là, Henry Ford II viendra la visiter. Ce dernier est arrivé en Suède avec ses propres autos, expédiées par avion. On raconte que Jan Wilsgard aurait été inspiré par les lignes du coupé Lincoln Continental d'Henry Ford II pour la 262C. C'est une jolie histoire, mais en fait qui ne semble pas trop réaliste. À ce moment, Wilsgard est évidemment très bien renseigné sur les pratiques du premier marché d'exportation de Volvo et connaît les modèles. Ce qui est certain, c'est qu'il a effectivement plus ou moins copié les modèles les plus populaires de l'époque, Lincoln Continental Town Coupé et Cadillac Coupe de Ville. Il faut également reprendre un maximum de pièces existantes car la marque n'a pas beaucoup de budget pour le projet baptisé Tre Conor, 3 couronnes. C'est pour cela que tout ce qui est sous la ligne de caisse est inchangé et l'empattement reste à 2,64 mètres comme sur tout l'ensemble de la gamme 200. Le toit est abaissé de 7 cm, le pare-brise est incliné, tandis que le montant arrière est plus large et intègre un Opera Window, cette petite vitre alors très à la mode dans les grosses américaines. Il est recouvert d'un joli vinyle, lui aussi très années 70. Et très américain. Ouais. Le problème est que ce qui fonctionne sur des véhicules de près de 6 mètres de long crée des proportions maladroites sur une auto de seulement 4,88 mètres. Et Volvo va se tourner vers l'Italie pour la produire. Alors, dès le début, Volvo envisage des volumes de production très réduits. 1200 autos par année, 1000 pour les États-Unis et 200 pour le reste du monde. Impossible de se servir des lignes de fabrication de la marque pour des volumes aussi petits. Elle se tourne alors vers le carrossier italien Bertone. Les deux collaborent déjà pour la construction des limousines 264 TE. Ce sont des berlines 264 allongées de 70 cm qui seront utilisées par l'État suédois ainsi que par plusieurs politiciens d'Allemagne de l'Est. Elles seront produites à 335 exemplaires. Là, les pièces de série sont envoyées de Suède vers l'usine Bertone de Grugliasco, proche de Turin. Le carrossier réalise alors la fabrication du toit et de l'intérieur, conçu en Italie, ainsi que l'assemblage final. La présence du logo Bertone sur l'aile avant fera que la vénérable maison turinoise sera moquée pour les lignes empâtées du coupé. Mais elle n'y était pour rien, puisqu'elle n'assurait que la construction du modèle. Volvo va se tourner aussi vers la France pour fabriquer son moteur. Le coupé 262C est dévoilé au Salon de l'Auto de Genève en mars 1977. La partie mécanique est similaire à celle de la 264 GLE, un V6 de 2664 cm3 développant 125 chevaux en Amérique du Nord avec le code interne B27E et il est accouplé à une boîte manuelle à 4 rapports avec overdrive à commande électrique ou bien à une automatique Borg-Warner à 3 rapports, une option sans frais. Le moteur est le célèbre, entre guillemets, V6 PRV, issu de l'association de Peugeot, Renault et Volvo. Initialement, il devait être un V8, d'où son ouverture à 90 degrés, mais la crise pétrolière de 1973 a chamboulé les plans des croix constructeurs. C'est aussi le moteur qui s'est retrouvé sous le capot de la DeLorean. Oh oui, entre autres. Ouais. Fabriqué à Douvrin, dans le nord de la France, on le rencontrera en Amérique du Nord dans différents modèles Volvo, 260, 760, 780, 960, ainsi que les Eagle 1er Dodge Monaco et, comme tu le disais à l'instant, la DeLorean des MC12. Okay. C'est à l'intérieur que la 262 se démarque. Si l'on retrouve la planche de bord standard de la 264, de superbes cuirs épais et souples spécifiques au coupé sont omniprésents. Sièges, contre-porte et appuie-tête, ainsi que des plaquages en loupe d'orme. L'auto vient très équipée, vitres électriques, sièges chauffants, régulateur de vitesse, direction assistée, climatisation, compresseur à air pour la mini-roue de secours, moquette dans le coffre, antenne électrique.
La seule option est le type de radio AM/FM, cassette ou avec CB intégré. Pour la première année de commercialisation, au millésime 78, la 262C n'est disponible qu'en gris métallique avec un intérieur noir. Au Canada, Volvo la propose à 20 350 $ canadiens et cherche à concurrencer les américaines Cadillac Coupe de Ville à 14 999 $ et Lincoln Continental Coupé à 16 126 $, ainsi que les européennes BMW 633 CSI, Jaguar XJS et Mercedes 280 CE. Bon, on retrouve quand même les qualités d'une vraie Volvo parce que c'est une base de Volvo 262 régulière. Absolument. C'est ça. Dans son essai du mois d'août 78, le magazine Road on Track apprécie la finition intérieure, l'ergonomie et la position de conduite, même s'il trouve que les assises sont un peu trop dures, ainsi que la tenue de route neutre. Il regrette par contre l'espace limité pour la tête. Pourtant, les supports de siège ont été abaissés par rapport à la berline et l'absence de raffinement du moteur. Ça, c'est pas nouveau. Ouais. Signalons que les modèles nord-américains se distinguent par une calandre 4 phares. Les années suivantes ne connaîtront que des évolutions graduelles. Pour le millésime 79, les feux arrière et l'ouverture du coffre seront dessinés. De nouvelles couleurs métalliques apparaissent selon les marchés, bleu, or, noir ou brun. En 1980, le Vesis PRV est révisé et voit sa cylindrée passer à 2849 cm3, code B28E, et sa puissance à 130 chevaux. Le toit de vinyle disparaît aussi. On va y venir. Ah, OK. Un aileron est ajouté. Le modèle prend la désignation de coupé de ce côté de l'Atlantique. L'année suivante, voilà, tu l'avais, le toit de vinyle, jugé comme dépassé, disparaît alors que la calandre et la planche de bord sont légèrement revues. Le coupé est à ce moment vendu 22 665 $ canadiens. La 262C est souvent considérée comme un gros flop commercial. Pourtant, sans être un succès, avec quand même 6 622 exemplaires produits, elle a rempli les objectifs initiaux de Volvo en termes de vente. Donc, c'est pas si mal. De ce total, environ 5 000 ont atteint les rivages de l'Amérique du Nord. En fait, le vrai problème de ce modèle, c'est qu'il n'a pas réussi à rehausser l'image de marque de Volvo et qu'il s'est rapidement retrouvé l'objet de nombreuses plaisanteries. Mais cela ne dissuadera néanmoins pas la marque qui lancera une remplaçante en 1986, la 780, cette fois-ci heureusement co-dessinée avec les Italiens, mais ceci est une autre histoire. Et c'est drôle parce que je me suis toujours demandé pourquoi la 262C n'avait pas été offerte en version cabriolet. Il y a eu un cabriolet fabriqué à l'usine pour tester le terrain. Mais le marché de l'époque éliminait tous les cabriolets. Il y a ça aussi. C'était une période où les décapotables disparaissaient les unes après les autres. Alors, le timing n'était pas bon pour Volvo, mais clairement, je pense que cette voiture-là aurait été beaucoup plus élégante en décapotable. En fait, j'ai vu les photos du cabriolet, c'est très laid aussi. Parce que la ceinture de caisse est très haute, et comme le pare-brise est incliné et rabaissé de 7 cm par rapport à la berline classique, les proportions ne sont pas du tout là. En tout cas, elles n'étaient pas là non plus avec le coupé. Ah non, on est parfaitement d'accord. Bref, ça aurait pu être un autre essai, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est peut-être mieux de même, finalement. Et voilà. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que chez Acura, il y a un changement de stratégie qui se dessine et on est en mode ajustement en ce moment. Parce qu'initialement, tous les futurs produits de la marque devaient devenir des véhicules électrifiés. Là, on sait qu'on vient d'abandonner, bien sûr, la TLX, mais aussi le ZDX, qui est un électrique de transition. Le RSX, qui sera le nouveau VUS compact d'Acura, sera lancé d'ici 1 an. Mais dans un marché où les électriques sont en forte baisse de popularité, incluant le marché du Québec. Et ça force évidemment Acura, qui a toujours été réfractaire à amener bien des électriques, à changer d'idée, changer de direction et développer des nouveaux produits à essence qui ne faisaient plus partie des plans d'Acura. Ça explique pourquoi tu t'as mis à l'essai la semaine dernière un RDX qui est à peu près identique au modèle 2020, n'a pas changé d'une virgule ou à peu près. Ça n'en fait pas un mauvais produit, mais moi, j'ai hâte de t'entendre sur son évolution parce que
Je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait loué un RDX en 2020 pour 3 ans, qui l'a changé en 2023, qui a encore eu le même modèle et qui retourne chez le concessionnaire cette année puis qui voit encore la même affaire. Écoute, à un moment donné, ça se peut qu'il aille ailleurs. Acura, c'est pas le seul constructeur, on va se le dire, hein, qui a changé ses plans et qui a viré de bord, là, comme on peut dire. Non, mais le portfolio est très maigre. Et oui, alors, c'est ça qui fait très mal. limité, mais il y avait cet engouement. C'est moins pire que chez Infiniti, tu vas me dire. C'est ça. Quand on se compare, on se console. Là. C'est ça. C'est ça. Puis, avec on n'avait pas le choix. Là. Cet engouement-là était là. Et puis, on voyait toutes les petites branches de luxe des constructeurs qui disaient... Mettons, Cadillac, il l'avait fait avec les véhicules EQ, là, le Vistic, etc. Il disait, cette marque-là allait devenir entièrement électrique. Là, tous les constructeurs s'en allaient dans cette direction-là. Puis on se disait, 2027, 2030, etc., on va être prêt pour la transition. Puis là, maintenant, tout a changé. Et puis chez Acura, on est encore dans les modèles qu'on avait avant cet engouement-là. Donc, le RDX... et puis, en plus, il y a quelque chose à mentionner à propos de ces acheteurs-là que tu parlais tantôt, c'est que chez Acura, on n'a pas beaucoup de véhicules dans le catalogue, mais on a une fidélité assez incroyable de la clientèle. Qui bat de l'aile, Qui bat de l'aile, mais ça a été connu pour des gens qui ont un Acura, ils veulent revenir. Et il faut faire quelque chose immédiatement pour que les conserver, parce que sinon, ça va changer. Oui, puis le taux de satisfaction des produits, généralement, est très, très bon. Là. Très élevé, absolument. Ouais. Donc, du côté du RDX, écoute, juste en le regardant, on voit que c'est un blast from the past. Là, à l'extérieur, moi, j'aime le look. Je trouve que ça me rappelle un peu le début là, des utilitaires compacts, sportifs, etc. On a des de moins en moins compacts, parce que quand on est passé de la précédente génération à celle-là, on l'a grossi. On l'a grossi, surtout vers l'arrière, là, parce qu'il a l'air moins gros de l'avant, mais quand tu le regardes de l'arrière, c'est différent. C'est quand on ouvre la portière aussi que le blast from the past, elle est là, parce que si vous vous asseyez dans un RDX, juste les formes de l'habitacle, les boutons, etc., l'espèce de roulette dans le milieu pour changer les modes de conduite. Le pavé tactile, là, on n'en veut plus. Là, je le garde, le pavé tactile, pour la fin, parce que qu'est-ce que j'apprécie de cet habitacle-là? C'est le volant, on a une bonne prise, on a des cadrans qui sont analogiques. C'est tous des éléments qui sont dans le passé un peu d'Acura, sportif, etc., puis qu'on essaye de garder. Par contre, tu regardes chez les autres marques qui veulent rivaliser avec, on a passé à autre chose pour le meilleur et pour le pire. Parfois pour le pire, oui. Oui, exactement. Donc, des fois, c'est juste des écrans. Ouais. Parfois, on a fait un bon amalgame du manuel et du numérique. Par contre, le pavé tactile, écoute, opérer ça. Puis maintenant, on a le réflexe d'aller dans l'écran. Ouais. Parce que tous les véhicules l'ont. Et puis moi, j'étais là avec le... Ah non, c'est vrai, ça marche sauf que quand tu es propriétaire d'un seul véhicule, le réflexe, tu ne l'as pas. Exactement. En une semaine, c'est réglé. Et aussi, si tu es fidèle à la marque Acura, tu t'es habitué à ce pavé-là et ça fait amplement ton affaire. Ou puis, ça fait 10 ans que tu sacs. Oui, c'est ça. Donc, autrement, le RDX, on a le 2 litres turbo-compressé. Ça, c'est une belle mécanique. Qui développe 272 chevaux. Ça marche. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec ce moteur-là. Je dirais que la transmission à 10 vitesses, écoute, dans certains moments, un petit peu hésitante, ça lag. Mais j'ai vu bien pire là, chez d'autres constructeurs. Je pense que le mariage est somme toute très bon. Et puis, pour moi, qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Ce véhicule-là, je l'ai conduit pendant 2 semaines durant les fêtes. On est allé dans les Laurentides, dans la neige. T'as pas eu de crevaison? Non, pas cette fois-là. Okay. Non. Le système... Non, parce que justement, ce véhicule-là ne roule pas sur des timing belts comme mon véhicule personnel. Oui, c'est ça. Mais le système SH all-wheel drive, écoute, un charme dans la neige. Là, prévisible, précis. Sentiment de sécurité, puis aussi le fun. Avec cette mécanique-là. On oublie comment ça va bien. La réponse au gaz, puis tout à coup, tu oublies les petits accros avec la transmission. Il n'y en a pas de problème. Tu fais danser le véhicule. Et puis, c'est ça que je trouve cool d'Acura et c'est ça que j'espère qu'on va garder dans les véhicules futurs parce que justement, si on met de côté le look un petit peu trop rétro, l'habitacle qu'on devrait refaire. Du côté des mécaniques, la rétroaction, le feedback, la sensation dans le volant, on l'a. J'ai parlé à un type qui a remplacé son RDX 2021 récemment par un Buick Envision. Et ce qu'il me disait, c'est que
il avait été impressionné par la présentation intérieure, la simplicité, la plus grande efficacité etc. Du Envision, ça. Oui, du Envision. Avait aussi trouvé que le RDX avait augmenté de prix solidement et ça l'avait freiné parce que ça, c'est un autre problème dont on n'a pas parlé. Les prix ont monté solidement. Mais il n'aime pas la conduite de son Buick. Il dit, je m'ennuie du comportement de l'autre. C'est tellement plate. Ça, c'est justifiable. Ça s'explique très, très facilement. Ouais. Moi, de mon côté, écoute, Cadillac Vistique, c'est ce que j'ai conduit dans le temps des fêtes. 5e électrique de la gamme Cadillac après l'optique, lyrique, célestique. Ouais. Bon, célestique de façon théorique. Ouais. Là, le Vistique, il se positionne pour nos auditeurs. Le Vistique vient remplacer le XT6, qui est un VUS intermédiaire, 3 rangées de sièges. Mais tu peux pas remplacer un VUS avec un 3.6 à essence qu'on liquidait à 68 000 $ par un VUS électrique à 98 000 $. Ça fait mal. Là. Ça me rappelle le passage de la Tempo à la Ford Contour. Tu avais perdu 80 % de la clientèle parce que les gens étaient pas de se la payer. Là, il n'y a pas juste le fait qu'il est beaucoup plus cher, il y a le fait qu'il est électrique. Et je me permets de te dire ceci. Il est beau, il est raffiné à l'intérieur, il est très désirable. Cool, côté design, c'est 10 sur 10. Puis tu sais, c'est dur de faire original avec un VUS à 3 rangées de sièges, mais on a quand même réussi cet élément-là, je pense, chez Cadillac. La présentation avant, elle est très belle. La signature des feux arrière. Moi, c'est drôle. Les feux qu'on a juste sous la lunette, Hugues, ça va te parler, ça me rappelle la Toronado 76-77. Oui. On avait des lumières de frein sous la lunette arrière. Tu as tout à fait raison. Alors, tu sais, il y a des cute designs que je trouve vraiment intéressants là-dessus. Et quand tu prends place à bord, c'est magnifique. Ça l'est drôlement moins dès la 2e rangée où là, tu as l'impression d'être dans un Chevrolet. Vraiment, là, la belle finition, on l'a mis en avant. La console centrale est plastique. Mais dès que tu passes à la 2e rangée, bon, c'est beaucoup plus générique. Mais tu sais, c'est une machine de 2900 kilos, ça fait quoi? 6800 livres, 6600 livres, quelque chose de même. Tu as une slab de béton, évidemment, qui est une batterie de 102 kWh coulée dans le plancher. 615 chevaux. OK. Qui a demandé à ce qu'un VUS à vocation familiale ait 600 forces? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est une fusée d'accélération. Il y aurait la moitié du punch. Ça serait très correct. Tu sais, je comprends pas cet engouement-là, la chasse à la puissance. Je trouve ça inutile. Aussi inutile que les roues de 23 pouces qu'on propose en option. Celui que j'ai conduit a les roues de base en 21 pouces et c'est déjà pas si confortable que ça. Et l'autre truc qui me fait bien rire, c'est que Cadillac mentionne offrir de série une suspension sport. Elle n'a rien de sportive, la suspension. C'est juste que tu as des roues de 21 pouces et un véhicule de 6800 livres. Ça porte juste plus dur. C'est ça. Il n'y a rien de sport là-dedans. Non, cherchez pas, là. On a écrit sport dans la fiche technique pour trouver une façon de justifier le fait que c'est pas aussi watté qu'un Ioniq 9, par exemple. C'est comme quand on coupait les springs dans le temps. Là. C'est ça. Ouais. Alors, il y a ça comme... Bon, je dirais pas que c'est inconfortable, là, ça serait exagéré. Mais on s'attendrait à mieux de la part d'un véhicule Cadillac qui est supposé te donner l'impression de rouler sur un nuage. Tu as quand même une conduite plus engageante que certains autres véhicules. Et là, je pense encore à l'Ioniq 9 qui, pour moi, est un véhicule très confortable, très bien assemblé, mais quand même un peu déconnecté de la route. Là. Ici, c'est pas ça. Là, tu as une conduite plus engageante. Tu as un véhicule qui est assez... Parce que, tu sais, un véhicule de ce poids-là, généralement, ça craque. Qualité d'assemblage, je n'ai pas trouvé que c'était un problème. Malgré les moins 15, moins 20. Ça, c'est pas les bonnes saisons. C'est pas les bonnes saisons. C'est pas les bonnes saisons pour l'autonomie non plus. Oh bah, alors là, oui. Alors, voici l'histoire. On enchaîne avec c'est supposé avoir 500 km d'autonomie. OK? 491 exactement.
Pour une batterie de 102 kWh, c'est déjà pas super impressionnant. Et c'est supposé se recharger jusqu'à hauteur de 190 kW, si ma mémoire est bonne, au niveau de la vitesse de charge. Ça va. Évidemment, tu ne l'auras pas, cette vitesse de charge-là, quand il fait moins 15, moins 20 à l'extérieur, ça c'est clair. Mais l'autre truc à considérer, c'est que quand il fait froid comme ça, ben là, tu as une méchante grosse batterie à ravitailler. C'est pas une boat, là. Non. C'est 102 kWh de batterie. Et moi, j'ai une vieille borne à la maison, donc c'est peut-être pas, je suis pas up-to-date. C'est sûr que quelqu'un qui s'achète un véhicule comme celui-là doit avoir une borne de recharge plus rapide à la maison. Mais j'ai une 32 ampères, puis au garage arrière, j'ai une 48 ampères. Et j'ai utilisé la 32. C'est à 16 % de charge. Sais-tu combien ça prenait de temps pour recharger le véhicule jusqu'à 100 % dans le garage à l'intérieur, mais sur la 32 ampères? 25 heures. Oh, wow, OK. Je m'en allais pas... Wow. 25 heures. Alors, 102 ça veut dire que tu te branches le soir et tu repars pas avant le lendemain soir ou le surlendemain matin. Oh, tu repars, mais... Tu sais, bon, évidemment, tu t'achètes une borne en conséquence. Là, tu vas me dire que mon exemple n'est pas bon. Mais ça illustre à quel point... Non, mais ça illustre la réalité des choses. Et l'autre truc que j'ai réalisé, parce que j'ai conduit simultanément le classe G électrique et ce véhicule-là, pour réaliser ceci. Wow. Plus tu as un véhicule électrique qui est lourd, plus l'impact du froid et le poids, plus le froid et le poids ont un impact sur son rendement énergétique. Bien sûr. Écoute bien, j'ai fait les mathématiques, là. J'ai roulé à 42,5 kWh par 100 km pour une batterie de... Non, c'est pas vrai. J'ai roulé à 38,5 kWh par 100 km, ce qui ne me donnait pas 300 km d'autonomie. Ben, c'est ça. Puis ça prend une journée à recharger. Et sur une borne plus efficace, disons que j'avais la borne la plus efficace à domicile, ben c'est toujours bien 15, 16, 17 heures, là. Là, tu peux passer à la version plus luxueuse qui, elle, va te donner un chargeur plus rapide à l'intérieur du véhicule pour une recharge plus rapide à domicile. Mais il faut que tu payes 20 000 $ de plus pour l'obtenir. Non, il y a un problème. C'est un cercle vicieux, là, ça marche pas. Puis là, tu es rendu à 120 000 $. Tu peux pas payer. C'est déjà que tu es à... Le véhicule que j'ai conduit, c'est 98 800 $ avec l'option de couleur et l'option des sièges capitaine arrière. Ben, tu sais, déjà là, c'est très, très cher. Tu évites tout juste la taxe de luxe, là. Mais, tu sais, 100 000 $ pour pouvoir faire à peine 300 km l'hiver, 500 l'été, dans un véhicule à vocation familiale, moi, c'est là que j'ai un problème. Ce que je réalise en réalité, c'est qu'un véhicule électrique, c'est intéressant s'il est petit et s'il est le plus léger possible. Tout à fait d'accord. Plus tu rajoutes de la masse, plus tu te tires dans le pied. Ouais. Et le plus bel exemple de ça, je le disais il y a déjà plusieurs années, c'est le Lightning. Tu prenais un Lightning à grosse batterie, on t'affichait une autonomie de 515 km. Tu prenais le modèle à petite batterie, on t'en affichait 380. Mais la réalité, c'est que tu faisais pratiquement autant avec la petite batterie qu'avec la grosse parce que le 800 kg de plus que la batterie ajoutait au Lightning, ben tu te le tirais dans le pied. Alors, morale de l'histoire, il faut développer des véhicules électriques qui sont légers et efficaces. J'ai très hâte d'essayer le futur RSX parce que Honda a travaillé sur cet élément-là. Et on n'a pas c'est la plateforme de Honda. Là. Et c'est la plateforme de Honda et on n'a pas le choix d'admettre qu'il y a un autre constructeur qui fait quand même un bon boulot à ce niveau-là et c'est Tesla. Ouais. Alors, c'est un véhicule que j'ai trouvé très joli, raffiné, solide, technologie de pointe, mais au chapitre de l'utilisation électrique, super ordinaire. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bilan des ventes 2025. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.